Bonjour à tout le monde. Alors là, je vous retrouve pour les exemples de la page 4 du cours donc sur la régulation des gènes qui est la suite logique de la synthèse des protéines. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu qu'il y avait possibilité de réguler des gènes par l'épigénétique. Et là, on va voir des exemples concrets dans le règne animal. Alors, le premier exemple, c'est l'exemple des souris, qui donc ont un gène qu'on appelle agouti. Et on s'est rendu compte que suivant l'alimentation que l'on pouvait donner à ces souris, eh bien ce gène pouvait être modifié. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des catégories de souris de couleur jaune qui avaient la faiblesse d'être obèses, diabétiques, voire même cancéreuses. Et quand le gène est éteint, eh bien, les souris sont brunes et tout à fait en bonne santé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de voir quel était le paramètre qui pouvait modifier ces fameuses souris jaunes. On a donc basé une hypothèse en disant, tiens, on va leur donner une alimentation à base de vitamine B. Bon, ils ont dû sûrement faire beaucoup d'autres expériences, mais c'est celle-là qui a marché. La vitamine B. Bon, alors, les femelles jaunes ne guérissaient pas. Elles étaient toujours obèses, diabétiques, etc. Mais leurs descendants commençaient à avoir un pelage avec des variantes de brun et ils n'étaient pas malades, du moins susceptibles d'être obèses ou diabétiques. Donc, l'alimentation a éteint certains gènes provoquant l'obésité et le diabète dans la descendance de la souris. Donc, vous voyez, un paramètre de votre environnement, donc ça peut être l'alimentation. Alors un exemple très très connu que j'ai quand même mis, c'est la fameuse alimentation des larves d'abeilles dans la ruche. Donc là je pense que vous avez dû le voir depuis la 6e, l'exemple de si l'on donne à l'œuf, enfin la petite larve qui est dans la ruche de la gelée royale, on obtiendra une reine, et si on lui donne normal, des boulettes de grains de pollen, etc., et bien là, on obtiendra, si on donne du miel, tout bête, on obtiendra des ouvrières. Donc quand même, rien qu'en changeant l'alimentation, vous n'avez pas le même insecte quand même. Une reine, on n'en a pas besoin de tout le temps. Les ouvrières, il y en avait besoin de beaucoup. En plus, il y en a d'autres. Il y a aussi les gardiennes, et puis etc. Il y a d'autres types d'abeilles. Donc là, franchement, on ne s'en rend pas compte, mais le fait de changer l'alimentation a éteint certains gènes qui ont permis de fabriquer une reine. Donc c'est quand même assez important. Alors je vous ai pris un autre exemple. Au lieu de prendre l'alimentation, là, j'ai pris la température. Comme quoi, n'importe quel paramètre peut modifier aussi donc les gènes. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Que la température peut agir sur la couleur des yeux des drosophiles. Je vous rappelle les drosophiles, on a fait les chapitres sur l'hérédité. La drosophile est une petite mouche toute petite à 6 chromosomes qui est très utilisée au niveau de l'hérédité. Un œuf de drosophile, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a chauffé à 37 degrés et là, du coup, toutes les mouches avaient des yeux rouges. Et si on ne le faisait pas, elles avaient l'origine des yeux blancs. Donc, et en plus, les mouches qui avaient les yeux rouges ont fait des petits qui avaient des yeux rouges. Donc ça veut dire qu'on a modifié, éteint, allumé les gènes, les allèles des couleurs des yeux pour réactiver le rouge et en plus, c'est resté allumé de génération en génération. Donc on a carrément créé une nouvelle espèce. Donc là, on voit bien qu'il s'agit, je l'ai mis en gras, d'une caractéristique acquise par l'influence d'un facteur externe, la température. D'accord ? Alors, bien sûr, comment faire le parallèle avec l'homme ? C'est pas évident. Essayer de comprendre si Darwin avait raison ou pas dans l'évolution. Est-ce que le fait de changer des choses au niveau épigénétique a perturbé la sélection naturelle ou pas ? Ça, c'est encore en discussion. Je vous ai mis aussi l'exemple avec un autre paramètre qui est le léchage des petits par la femelle rat. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris un lot en beige ici
Oups. Voilà, donc le lot beige, la maman est gentille comme tout, elle lèche ses petits, les petits sont pas stressés, tout le monde est calme, très gentil. Et puis la maman grise, elle lèche pas trop ses petits, ça l'intéresse pas. Et du coup, eh bien, les petits sont stressés. Hein, sont hyperactifs, voilà, ont peur de tout. Bon, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'est rendu compte que rien que le fait du paramètre léchage a allumé ou éteint, hein, là, voilà, donc on sait qu'il y a un interrupteur lié au gène NRC31 qui est défectueux dès que la maman ne lèche pas ses petits, ce gène devient éteint, voire défectueux et éteint, et du coup les petits sont stressés, et quand alors, donc voilà, ça c'est le paramètre. Et puis ils sont amusés à continuer l'expérience en échangeant les petits. C'est-à-dire en mettant les petits stressés avec la maman qui lèche et les petits non stressés. Et bien sûr, vous vous doutez bien de qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien les bébés stressés, le fait d'être léchés, ont réactionné le fameux gène NRC31 et sont devenus calmes. Et ceux qui étaient calmes n'avaient plus le fait d'être léché, ce mécanisme qui permettait aux gènes de fonctionner, eh bien ne l'était plus, et eux se sont retrouvés stressés. Rien qu'en échangeant les bébés et en les faisant lécher par la maman. Donc vous voyez, encore un autre paramètre d'épigénétique. Et je termine par un exemple humain, cette fois-ci, l'exemple de la famine durant la guerre 44-45 aux Pays-Bas, où la population a été donc exposée à la famine pendant pendant tout l'hiver, et les femmes qui étaient enceintes ont fait des bébés petits, diabétiques, obèses, avec des maladies cardiovasculaires. Il y avait de l'albumine dans les urines, bref, voilà, ça a été catastrophique là-dedans. Et les enfants des enfants ont eu aussi des enfants petits. Voilà, plus petits, avec des faiblesses, un peu moins, mais des faiblesses cardiaques, diabétiques, etc. Donc, qu'est-ce qu'on en a déduit? Que la famine, vécue par les mères, avait provoqué des modifications épigénétiques transmises aux générations suivantes. On a gardé la trace de cet événement. Donc souvent on dit que quand il est arrivé quelque chose de grave dans une génération, elle transmet inconsciemment, maintenant on voit que c'est pas inconscient, que c'est simplement dû à on éteint et on allume certains gènes, et en fin de compte, la santé d'un individu est en partie programmée par l'environnement auquel le fœtus a été exposé dans l'utérus. Voilà, c'est que dès le moment où le fœtus grandit dans le ventre de la maman, sa santé peut être déjà influencée dans la façon dont vous allez manger, si vous allez boire, si vous allez fumer, eh bien vous allez éteindre et allumer certains gènes de votre bébé qui va être fragile pour telle ou telle raison par la suite. Donc là, je mets effectivement la carence dans certaines molécules cruciales au niveau de l'alimentation, donc des grands-mères hollandaises, et on s'est rendu compte que c'était le renouvellement de certaines acides aminés qui étaient dans la fabrication du groupe méthyle, donc de la méthylation au niveau donc de l'ADN, qui ont fait qu'il manquait des acides aminés, donc ils n'ont pas mangé assez de viande, hein, il n'y avait pas de vitamines, il n'y avait sûrement pas de fruits, et donc du coup, le groupement méthyle attaché au gène n'a pas fabriqué le facteur de croissance, donc les enfants ont été beaucoup plus petits. Voilà, on a trouvé la solution, mais c'est vrai que c'est pas évident de ce côté-là. Donc après tous ces exemples, hein, j'espère que vous avez compris un petit peu comment un événement de l'environnement dans lequel vous êtes peut modifier votre génome, et ça moi je trouve ça complètement phénoménal. Hein. Donc notre génome qui lui est fixé, notre épigénome lui il est complètement dynamique. Donc là je vous ai mis un petit peu que rien n'est gravé, hein, puisque c'est réversible, qu'on pense au niveau humain qu'effectivement l'environnement peut modifier, peut entraîner certaines maladies transmissibles aux enfants, certains traumatismes peuvent toucher donc les spermatozoïdes et les ovules,
On pense que des anomalies épigénétiques contribuent à la progression de maladies et entre autres le cancer. Donc on commence à réfléchir sur pourquoi un cancer se déclenche. Donc on a trouvé des marquages épigénétiques dans des cellules tumorales, donc des cellules au niveau du cancer. Maintenant, voilà, quelles sont exactement les causes? Est-ce que c'est les produits chimiques que l'on a dans nos aliments? Est-ce que c'est voilà, quelque chose qui vous est arrivé dans votre vie? On pense que les maladies neurodégénératrices comme Alzheimer, Parkinson, des maladies comme l'obésité, le diabète type 2, peut aussi être enclenchée ou pas de génération en génération à cause de ces mouvements épigénétiques. Donc, rôle de l'environnement dans l'hérédité épigénétique. Donc, ça, on s'en servira en écologie pour expliquer aussi la transmission d'une couleur, la transmission de quelque chose d'un individu à un autre au niveau de la biodiversité. C'est un lien qu'on fera avec le cours d'écologie qui est très intéressant. Et là, je termine. On peut annuler les effets d'épigénétique causés par le stress, le cerveau des souriceaux, entre autres en donnant un antidépresseur. Et du coup, les rats adultes, même ayant été négligés par la mère, ont un comportement tout à fait normal. Et ils ont même fait des travaux en 2008, c'est-à-dire qu'ils ont pris un groupe d'individus, pendant 8 semaines, ils ont fait de la relaxation, de la méditation, de la sophrologie, et on a observer une modification de l'expression de plusieurs centaines de gènes et à l'inversement, des personnes qui sont stressées ont la modification de plusieurs centaines de gènes. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive stressé, si pendant 8 semaines il fait de la relaxation, il rallume en fin de compte certains gènes pour l'empêcher d'avoir telle ou telle maladie, entre autres. Donc un soutien social, un soutien psychologique peut corriger des marquages de personnes à risque. Et j'ai encadré cette phrase que j'aime bien, nous pouvons être les acteurs de nos gènes et ne pas subir. Voilà, c'est pas parce que dans notre famille on a un diabète de type 2 qu'on doit tous avoir un diabète de type 2. Si vous mangez bien, si vous avez de l'activité physique, vous allez éteindre les gènes provoquant le diabète de type 2. Voilà, c'est ce que veut dire en fin de compte cette partie-là. Vous l'avez dans le film. Alors, c'est des films qui durent un petit peu longtemps. Il y a la version courte et la version de 23 minutes. Le film de La Symphonie du Vivant de Joël de Rosnay, vous l'avez sur YouTube. Et Prenez le contrôle de votre ADN, qui est très bien aussi par Luc Baudin. Voilà, je vous aurai sûrement passé la partie courte, mais là, vous le regarderez à la maison. Voilà, on va terminer sur ces exemples avant de démarrer le grand 3 dans une autre vidéo. Parce que là, on va parler donc de la suite de la régulation des gènes. À bientôt.